Et c'est notre rendez-vous, comme tous les vendredis, sur France 24. L'actualité internationale des 7 derniers jours vue par nos éditorialistes. Une semaine dans le monde avec aujourd'hui Julie Owono, directrice exécutive d'Internet sans frontières. Bonjour Julie. Bonjour. Avec aussi CAC, dessinateur de presse pour Cartooning for Peace. Avec Zed Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Et ce numéro, c'est celui du mois de juin. Cannes 2019, foot, business, pouvoir. Une seule couverture ce mois-ci, parce que la Cannes, ça fédère toute l'Afrique. Ils y sont tous. Et voilà. Et c'est un feuilleton qui n'arrête pas de rebondir. Et on va en parler. Et puis, on a le plaisir, évidemment, d'avoir à nos côtés aujourd'hui notre correspondant, le correspondant de France 24 à Washington. Vous avez l'habitude de le voir, d'habitude, sur fond de Maison-Blanche. C'est Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. Bonjour Raphaël. Et ravi de vous avoir à nos côtés. Et cette semaine, justement, nous sommes donc passés à 10 minutes seulement d'un conflit potentiellement majeur. Et oui, 10 minutes, c'est d'après Donald Trump, le temps qu'il restait à courir avant les frappes qu'il avait décidées contre l'Iran. Au moment où il s'est subitement ravisé, il l'a dit là aussi sur Twitter, raison invoquée, les pertes qu'auraient occasionné de telles frappes, 150 morts dit-il côté iranien, disproportionnées estime-t-il dans un grand élan magnanime. Est-ce que ça a pu vraiment se passer ainsi, Mathieu, vous qui couvrez les arcanes de la Maison-Blanche? Il est impossible de répondre à cette question. On peut spéculer, évidemment. Maintenant, c'est certainement un secret qui restera dans les coulisses de la Maison-Blanche pour encore quelques années. Ce qui est certain, c'est que Donald Trump est imprévisible, sa communication est imprévisible, sa politique est imprévisible. S'il y a effectivement eu une décision de frapper l'Iran et que Donald Trump s'est rétracté, c'est probablement sous l'impulsion de ses états-majors et du Pentagone en particulier. Les chefs d'état-major autour de Donald Trump sont évidemment des gens raisonnés et raisonnables. L'influence peut-être aussi des démocrates qui sont sortis du bois dans la perspective d'une guerre avec l'Iran de manière plutôt inattendue et qui ont affiché une position d'hostilité à un engagement armé face à l'Iran. Ce qui est un risque politiquement, puisque l'opinion publique américaine n'est pas hostile à un engagement contre l'Iran, même au sein du camp républicain. Il n'y a plus d'opposition dans ce domaine depuis la mort de John McCain notamment. John McCain qui était extrêmement favorable à un engagement en Iran, il faut le rappeler. Donc c'est plutôt une mesure populaire, on va en parler un peu plus tard, mais c'est probablement ce qui stimule Donald Trump dans sa passe d'armes avec les Iraniens. C'est la cote de popularité qu'il pourrait en tirer. Quelle conclusion vous en tirez, vous, Julie Owono? J'allais faire à peu près le même commentaire sur effectivement la perception qu'il y a eu de ce rétropédalage accéléré. C'est la première fois qu'on voit peut-être Donald Trump une forme d'humilité quelque part, c'est-à-dire admettre qu'il a pu se tromper, en tout cas le dire, admettre qu'il a pu se tromper, envisager aussi les conséquences négatives d'une décision peut-être un peu précipitée. Après, est-ce que ça changera vraiment le cours de comment dire, sa popularité en particulier? Ça me paraît difficile. Elle est quand même assez basse, contrairement à d'autres présidents, anciens présidents qui étaient candidats à leur réélection. Il est à 46%, je crois, 43%, pardon, du code de popularité, ce qui est bien moins que la moyenne de 50% environ, qui est celle qui était généralement, détenue par les précédents président à cette même période. Donc voilà, une perception plutôt positive, parce que quelque part c'est la première fois que ce président admet se tromper, mais est-ce que ça aura vraiment un effet au regard du reste, c'est-à-dire des menaces précédentes, du fait que il y a la question des troupes, bien sûr, qui reste l'envoi de troupes américaines au Moyen-Orient pour essayer de contrer. Et puis il y a eu la charge du prince bin Salman il y a quelques jours. Donc voilà, c'est peut-être une petite note un peu inédite dans le discours trumpien, mais peut-être pas un grand changement. Pas une colombe de la paix, en tout cas, qui se profile. Zed Limam. Je ne sais pas. D'abord, l'incident du drone, il est quand même pas négligeable sur le plan militaire. C'est-à-dire les Iraniens ont la capacité de descendre un drone américain qui vole au-dessus des avions de ligne, qui est une machine quand même très perfectionnée. Et donc, ça veut dire que leur programme de missiles qu'ils défendent corps et âme, puisqu'ils ont presque mis en jeu l'accord nucléaire pour préserver le programme de missiles. Donc on voit bien à quel point attaquer l'Iran aujourd'hui, c'est pas les mêmes. Enfin, il suffit pas de le proclamer à la télé pour que ça marche. Avec des capacités, comme disent les Américains, de retaliation sur l'Irak, sur l'Arabie Saoudite, sur les pays du Golfe, sur les Émirats.
des capacités conventionnelles, mais aussi des capacités, on le sait en Iran, non conventionnelles de frappe. Donc tout ça, je pense que dans les cercles militaires autour de Donald Trump, il y a des gens, comme tu dis, qui sont extrêmement raisonnables et qui lui disent « Attention, on ne peut pas faire ça comme ça ». Je ne suis pas sûr aussi que ce conflit soit si populaire que ça, potentiellement. Parce qu'aux États-Unis, il y a quand même la marque de la guerre en Irak, les 10 ans de guerre irakienne, les centaines de milliards de dollars, les victimes, etc. Toute cette histoire qui a laissé des traces très profondes. Et au moment où leur président leur dit « Make America Great Again », mais qui est quand même « Make America Great Again », qui est un discours très intérieur quand même, économique, job, emploi, etc. Et je veux me désengager des conflits. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va aller ouvrir un conflit avec un pays de 100 millions d'habitants qui a quand même une capacité de résistance qu'on ne maîtrise pas bien, mais qu'on imagine. Donc je pense que tout ça, ça s'est joué dans la nuit. Après, comme tu dis, je pense qu'il y a un secret bien gardé, il ne sortira pas. Et qu'au dernier moment, par son côté impulsif, instinctif, cette histoire de je vais épargner 150 personnes, franchement, je ne sais pas. Peut-être qu'on lui a dit aussi qu'il y avait des risques que les F-16 ou les F-35 se fassent allumer. Enfin, il peut y avoir dans une nuit comme ça beaucoup d'informations contradictoires et il agit comme il fait d'habitude, c'est-à-dire une succession d'instincts. Illustration à l'instant, je me permets de vous interrompre parce qu'on a les nouvelles évidemment qui nous tombent sur le fil de dépêche. Donald Trump a accordé une interview à nos confrères de la NBC dans laquelle il se dit prêt à ouvrir des discussions sans préconditions, sans préalable donc, avec l'ayatollah Khamenei ou bien le président Rouhani. Donc Donald Trump ouvert au dialogue et ce alors même, parallèlement à la télévision d'État iranienne, cette fois un haut dirigeant des gardiens de la Révolution lui avertit que les bases américaines et les porte-avions sont à portée de missiles iraniens. Ouais. Voilà. Non mais dans les news d'hier, quand tu étais dans les avions, mais dans les news d'hier, il y avait dans le New York Times, je crois, où il y a eu carrément la mention d'un message qui a été transmis aux Iraniens par le biais de Oman pour leur dire on va mettre une opération, mais on voudrait parler. Enfin, on voit bien cette espèce de dualité qu'il y a. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on retiendra de cet épisode ? Que Donald Trump était prêt à frapper ou bien qu'il est velléitaire ? L'impression qu'on a, c'est que Donald Trump et ses équipes sont en train de mettre en place un contexte dans lequel il pourrait intervenir militairement. Mais il semble qu'il s'agisse d'une mise en place. Il est encore beaucoup trop tôt pour Donald Trump, d'un point de vue purement électoral. D'accord, soyons cyniques. D'un point de vue purement électoral, il est trop tôt pour frapper l'Iran. Surtout si ça se passe mal. Surtout si ça se passe mal. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, il est un petit peu court dans les sondages. Même si, encore une fois, il est un peu trop tôt pour en tirer des conclusions, puisqu'on est encore loin de l'échéance présidentielle, et rappelons qu'on n'a pas de candidat démocrate. Donc il est difficile de faire un sondage face à personne. Mais ce qui est certain, c'est qu'un président américain en guerre est systématiquement réélu. Ça, c'est clair. Il se passe dans la société américaine une forme d'union sacrée autour du président. Rappelez-vous l'exemple de Bush Junior, post-11 septembre. Il était hors de question que l'administration américaine change en cours de conflit. Et c'est probablement la carte qu'est en train de jouer Donald Trump. Il est probablement, avec ses équipes et ses états-majors, en train de calibrer une intervention militaire qui va servir son action électorale dans les 6 mois, 8 mois qui précèdent l'échéance électorale ultime. Voilà. Il est probablement... Avec des risques mesurés aussi ? Évidemment. Et donc des objectifs limités. Des objectifs bien déterminés et une intervention un peu à la syrienne. Rappelez-vous de la dernière intervention franco-anglo-américaine en Syrie qui a consisté à frapper des objectifs très déterminés, colonnes de blindés avertis, qui ont fait très peu de victimes au sol, des dégâts matériels, mais une action qui soit à fin électoraliste pure. Scénario qui peut fonctionner s'il y a un canal de discussion et une tentative d'ouverture de négociation. Est-ce qu'on maîtrise la réponse iranienne ? Voilà, le vrai problème, c'est qu'on peut faire une frappe proportionnée qui sera probablement la réponse sera pas proportionnée. Donc le risque d'un conflit majeur n'est pas exclu et donc ces calculs ne font. Pour expliquer qu'ils partent si tôt. Oui. C'est effectivement pour établir un canal de dialogue qui permet de mesurer les dégâts. Il y a aussi peut-être l'envie de refaire un Corée du Nord mieux. Ce sont les dernières déclarations effectivement à la NBC. Hein. Mais il est ambivalent. Enfin, ce qui semblerait plus logique par rapport au conseil notamment de certains membres d'état-major qui sont plus en faveur d'une solution négociée comme celle qui avait été entamée par l'administration précédente et qui a été interrompue de manière Reste une question. abrupte. Si tant est que l'Iran... Alors bon, pour le cas du drone, là, l'Iran l'assume. Pour les tankers, c'est plus compliqué. Mais pourquoi l'Iran aurait pu provoquer une telle crise en attaquant des tankers et un drone américain ? Et à l'inverse, si on ne croit pas
que l'Iran, en tout cas sur les tankers, est derrière cette attaque, qui aurait intérêt et les moyens de monter une telle opération de diversion pour faire accuser l'Iran. Mais en Iran, il y a une politique intérieure. Il y a des luttes de pouvoir, il y a les gardiens de la révolution. Ils ne peuvent pas apparaître comme des mous, comme des faibles, surtout s'ils sont soumis à une pression si forte. Parce que ce n'est pas que les États-Unis, c'est les États-Unis, l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc. Donc ce drone... Enfin, je veux dire, cette histoire de 100 mètres ou 200 mètres, il ne faut pas se faire d'illusions. Un drone, même s'il est à 100 mètres à l'extérieur de la frontière, il est capable d'écouter jusqu'à Téhéran. Donc, c'est pas. Enfin, on est. Certes, juridiquement, est-ce qu'il est là ou là, ça a un sens, mais la réalité, c'est que les Américains espionnent les forces iraniennes qui sont en dessous. Et pas que de l'espionnage, parce que les Iraniens parlent même d'un avion avec une vingtaine de passagers à bord. Et qu'ils auraient épargné. Oui. Mathieu ? Oui. À ce stade, c'est excessivement difficile de spéculer. Qu'est-ce qui s'est pas vraiment passé dans le détroit d'Ormuz avec ces deux bateaux un peu ridiculement minés, enfin, soyons sérieux. Oui, si on avait voulu les couler. Tous les pays qui bordent le détroit d'Ormuz ont les moyens de couler un bâtiment civil de transport en envoyant des nageurs poser des mines magnétiques sous la ligne de flottaison. Voilà. Après, on peut spéculer. Est-ce que c'est les Iraniens ? Est-ce que c'est pas les Iraniens ? Est-ce que c'est une manip des Saoudiens au profit des Américains ? Bonne chance. On finira par le savoir, tôt ou tard. L'histoire est faite comme ça. Ce qui est certain, c'est que ça fait monter la pression. Ça, c'est certain. Que pour l'instant, cette pression n'est pas au désavantage de Donald Trump, que ça lui permet d'occuper la scène internationale, de distraire les Américains avec des enjeux internationaux, ce qui finalement est pas si courant que ça. En tout cas, pas une affaire qui résonne comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les affaires iraniennes résonnent dans le cœur des Américains de manière tout à fait particulière. L'Iran, c'est pas n'importe quoi. C'est pas la Corée du Nord. Bien sûr que les Américains regardent la Corée du Nord comme cette vieille puissance communiste qui appartient au monde du mal, mais les Iraniens, c'est autre chose. On en parlait ce matin au téléphone, c'est la prise d'otage. Évidemment. Ils ne l'ont toujours pas digéré. Les dessins de presse avec Jacques sur ce conflit qui inquiète. Alors, 5 dessins pour ce conflit. D'abord, un dessin de Osama Hadjadj, un dessinateur jordanien. Alors, celui-là, je l'ai retenu parce que, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais graphiquement, il est assez marrant. Il a un côté mythologique. On repart sur, vous savez, cette créature Médusa qui vous pétrifiait en vous regardant dans les yeux, qui avait des serpents à la place des cheveux. Bon, là, c'est Trump qui affronte son adversaire. Mais on voit que les serpents se répondent. Il y a un côté yin et yang, le bien, le mal. J'aime bien ce dessin. Alors, celui-ci va faire écho à ce que vous venez de dire. Dessin de Matson, dessinateur américain, pour CQ Roll Call. Donc vous voyez... Nous, malheureusement, il nous faut une loupe pour le voir. Oui, je vais vous dire les dialogues, parce qu'en fait, donc, vous avez les Américains sur une petite côte, c'est très symbolique, et en face les Iraniens. Les Américains disent « On ne veut pas la guerre, on ne veut pas un changement de régime ». Et les Iraniens répondent « Mais alors, qu'est-ce que vous voulez ? On veut des bons titres dans la presse. Mais nous aussi !» Pas mal. Comme se rappeler que les guerres, il y a parfois aussi un petit peu des enjeux locaux derrière ça. Là, ici, vous avez le côté provocation. J'aime bien deux gamins à l'école. Il y en a un qui jette des pierres sur l'autre et qui lui dit « Vas-y, moi j'ai une élection à gagner. Vas-y, réagis. » Pour l'instant, les Iraniens ne réagissent pas. C'est un dessinateur de Randall Eros, dessinateur américain. Et vous avez ce dessin. Alors là, c'est sur le recul. Les deux derniers dessins sont sur le recul de Jeb Bertrams, dessinateur néerlandais. Et donc, il a mélangé. Vous savez, on fait souvent ça sur Internet, on mélange de visages. Donc là, il a mélangé Trump et Bolton, son faucon qui est très en guerre. Et donc, vous avez d'abord une espèce de le morphing, Bolton, ça s'appelle. Avant, un morphing, mais en dessin cette fois-ci. Ouais. Avant, il a le char dans la bouche. Vous voyez, donc il y a à la fois les cheveux de Trump et la moustache de Bolton. Le char dans la bouche à 11h10. Et à 11h15, il n'y a plus de char et Bolton pleure. C'est marrant. Et alors, sur le recul, celui-ci que j'adore, de Maureen, grand dessinateur américain. Tu veux te battre, ça sera la fin officielle d'Iran, ne m'emmerde pas, espèce de voyou. L'autre lui répond, vas-y, abruti. Et tout d'un coup, Donald Trump dit, zut, ma douleur aux chevilles qui se réveille. Vous savez, il y a eu cette affaire, comme quand on le soupçonne d'avoir échappé à la guerre au Vietnam pour ça. Ah oui. Pendant qu'il avait mal aux chevilles. Donc tout d'un coup, la douleur se réveille. J'aime beaucoup. Merci Cac. On va reparler de Donald Trump dans un instant, puisque c'était aussi la semaine du lancement très officiel de sa campagne en vue de sa réélection. Mais c'est déjà la fin de la première partie d'une semaine dans le monde. On se retrouve dans moins de 2 minutes. Restez avec nous. Une semaine dans le monde avec toujours à mes côtés Julie Owono, directrice exécutive d'Internet sans frontières, avec Cac, dessinateur de presse pour Cartooning for Peace, avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, et notre correspondant pour France 24 à Washington, Mathieu Mabin. Et cette semaine, donc, c'est aussi la semaine qui a vu Donald Trump candidat officiellement à un deuxième mandat. Ça n'avait de toute manière échappé à personne, mais comme il faut bien donner aux militants le spectacle auquel ils ont droit et mobiliser la base pour 2020, eh bien, le président candidat n'a pas eu trop à forcer sa nature pour se lancer dans l'arène, du moins médiatique, avec un grand meeting devant 20 000 personnes venues à Orlando pour entendre ça.
Avec tout notre cœur, notre pouvoir, notre sueur et notre âme, nous ferons en sorte que l'Amérique soit grande une nouvelle fois. Je vais préserver la grandeur de l'Amérique. Oh, nous allons la maintenir grande, plus grande que jamais. Nous allons la maintenir plus grande que jamais. Et c'est pourquoi, ce soir, je me tiens devant vous pour officiellement lancer ma campagne pour un second mandat de président des États-Unis. Ça va suffire, ça, Mathieu Mavin, pour convaincre non pas une majorité d'Américains, puisque ce n'était déjà pas le cas la fois précédente, mais au moins une majorité de grands électeurs de lui confier un second mandat. On en parlait en première partie, c'est court. Il y a un électorat trumpiste qui est celui-là est inamovible, qui continuera à voter pour lui s'il continue sa politique de communication en 3 points. 1, économie. 2, lutte contre l'immigration clandestine. Et évidemment, la 3e, c'est la victimisation, la diabolisation, les médias sont contre moi. Et ces 3 points-là fonctionnent extrêmement bien dans ces meetings et nourrissent son électorat. Et son électorat est toujours derrière lui, relativement intact. La variable d'ajustement, l'inconnu, c'est qui sera le candidat démocrate. Pour l'instant, évidemment que Joe Biden est quasiment tout désigné, même s'il ne faut pas vendre la peau de l'ours, il y a encore un petit peu de temps. Il peut être rattrapé par des affaires, ça c'est pas exclu. Mais il y a quand même ces fameux swing states et le fait qu'il s'installe en Floride pour son premier meeting n'est pas du tout anodin. Je rappelle que celui qui gagne la Floride gagne les élections aux États-Unis. En fait, on est dans une situation qui est quasiment à l'inverse de celle qu'on a connue en 2016. C'est-à-dire qu'en 2016, à peu près tout le monde, nous y compris, rappelons-le, nous les journalistes européens, nous les journalistes américains, on disait « Donald Trump, soyons sérieux ». Bon, aujourd'hui, plus personne ne dit ça. Il y a même un sondage d'opinion qui dit que 54% des Américains pensent qu'il va repasser. Ça, c'est un pronostic, c'est pas un souhait, effectivement. Exactement, ouais. Ça n'est pas un souhait. Sur ces 54%, il y en a une part significative pour qui ce serait un cauchemar, mais qu'ils le redoutent. Et c'est une manière pour eux d'expier et de mettre en garde, notamment les minorités qui étaient un petit peu absentes des isoloirs, rappelons-le, en 2016, et notamment la minorité noire. Celle-là va être particulièrement convoitée et particulièrement stimulée par le camp démocrate, évidemment, et par tout le monde. Julie Auneau, il y a le préalable effectivement de 2016 qui n'existait pas et pour cause en 2016. Ça veut dire que il peut plus être élu par surprise et donc il ne peut plus être élu ou pas? Alors, si on se fie à la loi des séries, les 4 derniers présidents américains ont tous été réélus pour un deuxième mandat. Donc, même si d'un point de vue mathématique, aujourd'hui, il part avec une sérieuse, un sérieux retard quand même par rapport à ses prédécesseurs, voilà, historiquement, ce n'est pas arrivé qu'un président ne soit pas réélu les dernières années. Donc, il a, de ce point de vue-là, plutôt des bonnes chances. Maintenant, je pense ce qui sera vraiment encore plus intéressant pendant cette campagne, c'est le discours, sur quoi va porter la campagne en elle-même. Je lisais The Daily Beast qui suggérait que ce serait non plus Make America Great Again, mais plutôt Make America Hate Again. Donc avec un discours très marqué et très conservateur, très dans la division, voilà, très clivant, avec nous sommes, et non plus seulement clivant vis-à-vis du président, mais clivant contre ceux qui votent pour le président, c'est-à-dire vous avez les fake media qui sont contre vous, non pas contre moi, ils s'attaquent pas à moi, ils s'attaquent à vous, vous avez les minorités qui veulent, les LGBT, les Noirs, etc. Vous avez la politique migratoire qui se, c'est... Une minorité blanche assiégée, finalement. Une minorité blanche assiégée. Et d'ailleurs, si on regarde bien, ça s'inscrit dans un paysage global. Je veux dire, il y a les États-Unis, bien sûr, il y a Trump qui va certainement, l'élection de Trump qui va certainement donner le ton de beaucoup de choses, mais il faut voir ça globalement. Il y a la Grande-Bretagne avec peut-être Boris Johnson qui sera Premier ministre, et la position, on va en parler. Il y a l'Europe également qui a ses turpitudes au niveau de ces questions nationalistes. Donc, oui, l'élection de Donald Trump, de mon point de vue, va certainement marquer... l'élection, pardon, la campagne. La campagne... Je n'ai pas le droit de vote aux États-Unis, mais la campagne s'annonce très clivante. C'est inquiétant. Il y a cette manière, Ziad Limam, désormais, effectivement, de faire de la politique, y compris lorsqu'on est président sortant, non plus en père de la nation, en rassembleur, mais véritablement en meneur d'un camp contre un autre. Non, mais
avant, il n'y avait pas non plus. On a fait une mythologie Obama, mais bon, il y avait quand même un camp contre un autre. Avant, George Bush, c'était pas le père de la nation. Enfin, je veux dire, je suis pas sûr que ce qui est plus frappant, c'est le durcissement, c'est-à-dire le fait qu'il y ait plus de zone centrale où démocrates et républicains pouvaient s'entendre sur des grands textes, etc. Là, c'est une guerre ouverte, c'est une guerre culturelle, c'est une guerre politique. Il y a une Chambre des représentants qui est à majorité démocrate et qui est bien décidée à l'affaiblir par tout moyen avant la fin du mandat. Il y a un phénomène nouveau qui est aussi l'émergence, ce qui est quand même assez incroyable aux États-Unis, de voir une espèce de gauche type années 60 s'installer à la gauche du Parti démocrate et pousser le parti à changer son discours sur des thèmes qui sont quasi révolutionnaires aux États-Unis, la santé, le minimum wage, les salaires minimums, Alexia Ocasio-Cortez, etc. Et c'est pas des gens qui ont une petite influence, ça tracte et donc on sent bien que ça va être chaud. Et puis il y a un facteur qu'on maîtrise pas, c'est la situation économique. Alors pour le moment, une grande partie de son discours Make America Great Again fonctionne parce qu'il a des vents économiques très favorables. Est-ce que ça va marcher encore 2 ans ? Est-ce qu'on va arriver dans 2 ans avec les mêmes vents économiques ou avec un retournement de... Oui. La situation de l'économie américaine, elle est aussi bonne qu'on le dit au niveau individuel, j'allais dire, du pouvoir d'achat. Ça il va 60 depuis 1000 ans. Les faits jouent quand même un peu en la faveur de Donald Trump. Oui. C'est-à-dire que la première chose qu'il a faite en arrivant, c'est alléger les taxes sur les entreprises, et notamment les petites entreprises, qui a eu un effet d'appel d'air de l'emploi, comme effectivement l'Amérique n'en avait jamais vu. Alors à cela, les démocrates ont répondu oui, mais enfin ce sont des petits emplois qui ne permettent pas de nourrir les familles, les salaires sont trop bas, c'est artificiel. Et puis tout à coup, les salaires se sont mis à monter. Oui, c'est nouveau ça. Oui, alors très progressivement, évidemment. Mais dans la communication de Trump, ça fait évidemment mouche. Et son électorat, ces gens qu'on voit sur les images en ce moment, l'électorat typique de Donald Trump, c'est-à-dire un électorat du centre des États-Unis, blanc, chrétien, conservateur, lui, il ressent ça. Il le ressent physiquement, bien sûr. Il y a un mieux-être depuis que Donald Trump est au pouvoir. Ça dépend pour. Alors, pas partout. Mais on va parler des mineurs du Kentucky, par exemple, sur lesquels nos équipes à Washington ont travaillé. Ceux-là qui avaient été mis au chômage par la fermeture des mines de charbon par Barack Obama, une fermeture éprouvée comme brutale et dure et injuste par ces mineurs du Kentucky, ceux-là, ils retrouvent progressivement du travail et ils voient leur salaire progressivement augmenter. Ça marche, ça fonctionne. Alors, est-ce que c'est conjoncturel ? Est-ce que c'est le résultat du travail de l'administration Obama ? Bonne chance. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est Donald Trump qui en récolte les fruits. Ça, c'est sûr. Et les mises en garde des démocrates qui disaient « ça ne va pas durer, le chômage va reprendre, les salaires ne monteront pas », ont été dédiés par les faits. Voilà. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui. Si Donald Trump arrive à faire tenir cette situation encore 2 ans, et pour l'instant, tous les indicateurs nous montrent que ça va être le cas, ça va être compliqué à défendre pour le camp démocrate. Vous vouliez... Oui, un point très très important que je pense qu'il faut mentionner. On se rappelle en 2016 ce qui s'était passé autour des questions de désinformation, de l'influence de puissances étrangères, etc. Alors, je pense que pour cette campagne, il n'y aura plus d'influence étrangère, très clairement. Tout le monde va regarder. Voilà, tout le monde va regarder. Mais par contre, les méthodes sont certainement transmises. Il y a eu un échange de on va continuer à faire du data mining du côté de Trump et pas du sondage comme le font les démocrates. Bien sûr. Mais par exemple, il y a eu le scandale du deepfake. Alors, c'est, vous savez, les vidéos qui sont manipulées pour faire dire quelque chose à quelqu'un alors que la personne ne l'a jamais dit en vidéo, et c'est le cas de la vidéo de Nancy Pelosi. Ça déplace vraiment des votes, ça déplace massivement en tout cas, on a vu qu'il y a une corrélation entre ce que des citoyens peuvent voir sur Internet à longueur de journée et en plus avec le phénomène de bulle filtrante, c'est-à-dire qu'ils les enferment dans une réalité numérique qui ensuite va se transformer dans une réalité physique et électorale. Donc oui, il y a une inquiétude. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de réponses sur comment on va anticiper sur cette question-là. On va aborder cette question justement de Trump, non pas vis-à-vis de l'Iran, mais vis-à-vis de sa propre campagne électorale avec vous, Kak, et les dessinateurs de presse. Oui. Alors on va commencer par un dessin qui nous vient d'Israël, de Uri Fink. J'ai bien aimé parce que c'est un symbole qu'on essaie d'utiliser souvent en dessin de presse, c'est la montagne russe. Donc là, en fait, il s'est beaucoup amusé, le petit gamin Trump de la montagne russe. C'était le first term. Et donc, il dit « again », il veut y retourner. Mais on voit que la mère, paf, elle a forcément envie d'y retourner. Elle n'aurait peut-être pas dû y aller avec lui.
Ensuite, ce dessin de Sherif Arafat, dessinateur richbissien. J'aime bien, il est très simple. Pareil, un autre symbole qu'on utilise souvent en dessin de presse, le domino. Donc là, pour l'instant, on voit que Trump s'installe. Ça y est, il se dit, bon, je vais peut-être rester pour un deuxième mandat. Il s'installe. Et puis là, du coup, on va les dominos, clac, clac, clac. Et on imagine ce que ça veut dire derrière pour les États-Unis. Facile, mais toujours efficace. Vous parliez tout à l'heure des sondages qui ne lui sont pas tous favorables. Donc là, on voit comment, selon ce dessinateur, Hall, comment il traite ses équipes qui lui disent que les sondages ne sont pas favorables, et il joue sur le jeu de mots polls, les sondages, et polls, les piquets. Donc voilà, c'est pas très bon, monsieur le président, nos chiffres ne sont pas terribles, trailing in key stakes, les états clés ne sont pas... Voilà. Bon bref, ça se termine comme ça, comme souvent chez les grands monarques. Ce dessin à nouveau de Maureen, sénateur américain, donc tous ceux qui se sont réjouis de l'annonce d'hier, ou qui ont en tout cas un petit sourire narquois, avec le badge « I voted today ». Donc j'aime bien la galerie de personnages, on ne va pas tous les nommer, ils sont très nombreux, mais je pense que vous les reconnaissez. Ceux qui souhaiteraient, d'après le dessinateur, voir Trump à nouveau. Voilà, en tout cas, qui ne sont pas forcément malheureux à cette nouvelle. Je vous en ai mis un de moi, j'ai illustré un article sur un autre sujet qui sont fait qu'à Hollywood en ce moment, ils sont très inquiets parce que les suites ne marchent plus, Men in Black se plante, comme des bêtes se plantent, X-Men se plantent. Et donc là, vous avez Trump qui arrive à Hollywood et qui dit « Pas de panique les gars, moi j'ai une suite qui va cartonner. » Bien sûr. Et on termine, alors celui-là est magique. Vous vous souvenez du scandale qui a fait que le New York Times a annoncé qu'il ne publierait plus de dessins de presse. C'était ce dessin d'Antonio. Il a été repris par Kishka, maître du dessin en Israël, qui le détourne. Et cette fois-ci, c'est Trump qui guide un chien qui n'est non pas Netanyahou, mais Trump lui-même. Et je le trouve génial parce qu'il utilise le sujet pour revenir à l'affaire du New York Times et en même temps pour nous dire un petit message. Et finalement, si Trump ne suivait que lui-même. Ah oui, bien vu. L'autre blond de la politique internationale, c'est Boris Johnson, presque à Downing Street. Il est en tout cas l'incontestable favori pour succéder à Theresa May à la tête du Parti conservateur. Et partant de là, aux commandes du gouvernement britannique, Boris Johnson a pris une large avance cette semaine sur tous ses poursuivants, successivement en tête de tous les tours de scrutin interne au groupe parlementaire, qu'on lui croyait pourtant plus difficilement acquis que la base militante. C'est d'ailleurs désormais leur tour aux adhérents de trancher le duel final qui oppose Boris Johnson donc à son successeur au Foreign Office, Jeremy Hunt. Qui peut encore arrêter la marche triomphale de Boris Johnson vers le pouvoir. Qu'ils le prennent, Boris. Ça devient... on n'arrête pas de les plaindre, mais qu'ils prennent leur Boris, qui se prennent un mur avec tout ça, qui sortent de l'Union. Enfin, il y a un moment, cette histoire devient... Ça confine au masochisme, d'après vous ? Non, d'abord, il y a quelque chose de profondément non démocratique. Il y a 160 000 adhérents, ou je ne sais pas combien, 140 000 adhérents, qui vont nommer un Premier ministre d'un parti qui est minoritaire à la Chambre. Il n'y a pas de majorité, donc c'est une majorité relative. Ils ont un mandat pour gouverner, et donc pour se choisir un dirigeant en leur sein. Au moment où on parle quand même d'une décision essentielle, historique, qui va marquer 3-4 générations, et que c'est le 31 octobre, on a un processus d'apparatchik à l'ancienne communisto-stalinien, où on se règle des comptes en plus visiblement pour éliminer un troisième et un deuxième. Enfin, c'est pathétique. Et ce monsieur qui arrive et qui dit je vais deliver Brexit, deliver, allez-y, délivrez-nous aussi, parce que ouais, ça n'en finit plus. Mais est-ce qu'il va même y arriver ? En tout cas, une chose est sûre maintenant, on va avoir, quoi qu'il arrive, un Premier ministre pro-Brexit qui, initialement, était favorable à l'Union européenne. C'est quand même le paradoxe. Est-ce que c'est pas le symbole aussi de l'hypocrisie de cette classe politique, au moins conservatrice au Royaume-Uni ? Deux pro-européens qui terminent comme les fossoyeurs, finalement, du rêve européen au Royaume-Uni. Bien sûr, mais je veux dire, j'ai presque envie de dire... sans faire de populisme, bien sûr, rien de nouveau sous les cocotiers. C'est vrai que les politiques peuvent dire quelque chose et l'inverse à quelques années d'intervalle. Ça a des conséquences quand même. Ça fait un moment déjà. Ouais, mais comment dire, c'est quelque part, c'est très peu surprenant. On est au-delà de Laurent Fabius appelant à voter contre la Constitution européenne de 2005. Là, ça engage quand même le pays sur son avenir. On est au-delà, mais je veux dire, pour la Grande-Bretagne, qu'est-ce qui est dans la mesure désormais ? Je veux dire, il y a encore quelques semaines, il y a eu les élections européennes. Le parti qui arrivait en tête, c'était le UKIP, alors que on a l'impression qu'il y a une volonté de refaire le vote. Clairement, là, ceux qui ont voté, ceux qui sont allés voter pour les élections européennes, ils ont montré que pour l'Angleterre, c'était acté. Donc, je pense que Boris Johnson, va faire. Je pense qu'on part sur un accord peut-être, pas d'accord justement. Pour comprendre la psychologie quand même qui règne dans les rangs conservateurs, je vous propose de voir ce sondage YouGov. Il vient d'être effectué auprès des membres du Parti conservateur. On voit qu'une majorité d'entre eux souhaitent le Brexit, quel qu'en soit le prix, y compris si ça signifie la perte de l'Écosse, de l'Irlande du Nord, ou même la destruction du Parti conservateur. Sauf dans un cas, finalement, c'est si
si ça aboutit à l'avènement de Jeremy Corbyn à Downing Street. Alors là, non, on n'est pas à rester en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une démarche suicidaire de la part de ces Tories, Mathieu Mabin? Il y a une démarche suicidaire du Royaume-Uni depuis qu'elle a voté le Brexit. Enfin, je suis désolé, c'est un avis un peu personnel, mais non, écoutez, moi je rejoins un peu ce que vous disiez, c'est vivement que ça s'arrête, quoi. Boris Johnson, il y a des similitudes pour vous qui voyez Trump au quotidien. En tout cas, il plaît beaucoup à Donald Trump. Oui. Ça, je pense que Donald Trump doit, d'une certaine manière, se reconnaître en lui. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de voir effectivement des ressemblances entre la politique protectionniste de Donald Trump, la vénération des murs, on se barricade, on a peur de ce qui ne nous ressemble pas. Oui, bien sûr, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que on s'apprête à voir le Royaume-Uni quitter l'Union européenne, mais les Écossais de New York, avec qui on échangeait il n'y a pas si longtemps, parlent d'une autre rupture, qui est celle du Royaume-Uni. Il ne faut pas oublier que les Écossais ont voté à 78% pour rester dans l'Union européenne. Si Bruxelles commence à leur faire des appels du pied, qui seront beaucoup plus séduisants que ce que Boris Johnson ne pourra jamais faire comme Premier ministre du Royaume-Uni. Surtout si ses propres troupes sont prêtes à passer l'Écosse par pertes et profits, ce que semble nous dire ce sondage. Alors, ce sera la fin. Nous, ça nous concerne. Nous, Européens, on ne sera plus concernés par le problème. L'Angleterre deviendra le 51e État économique des États-Unis, et ce sera le seul moyen de survivre, ou un paradis fiscal. Comme le Delaware, qui est déjà un État. Comme le Delaware, voilà. Les dessins de presse sur les dessins, vous êtes assez raccord avec les dessins. D'abord, vous avez dit, est-ce qu'il y a une ressemblance entre Boris Johnson et Trump? Donc, on va commencer par ce dessin tout bête de Damien Glé au Burkina Faso, où effectivement, ils se congratulent mutuellement sur leur coupe. Bon, il est purement graphique celui-ci, mais comme les caricatures sont assez magnifiques, je me suis dit que j'allais vous le montrer. Martin Volternick aux Pays-Bas. Lui jouait avec les symboles, donc l'histoire de l'Angleterre, et donc là c'est l'épée anglaise Excalibur qui est plantée dans la pierre européenne. Et est-ce que ce dessin est presque positif pour Boris Johnson d'ailleurs? Est-ce que Boris Johnson est le jeune Arthur qui va réussir à enlever l'épée? Point d'interrogation. En tout cas, il se fait pas trop allumer dans ce dessin-ci. Un autre dessin de Paresh, dessinateur indien pour le Khaleej Times. Alors là, on joue avec on est 2 ou 3 à l'avoir fait, on joue avec le drapeau britannique, on monte toutes les routes qui sont possibles, parce qu'une caractéristique de Boris Johnson, c'est que même s'il lui dit qu'il est en faveur d'une sortie, on n'a pas exactement tous les détails de comment ça se passerait exactement. Donc vous êtes en tête de la course, vous êtes bien parti pour gagner, mais le seul truc, c'est à partir de là, quelle direction on prend. Et c'est aussi ce que dit un autre néerlandais, Job Bertrams à nouveau, Kaggle Cartoons, pour qui, lui, choisir Boris Johnson, c'est tout simplement jouer à la roulette. Je trouve que le dessin est tout simple et assez marrant. Et enfin, 2 symboles pour terminer. Celui, évidemment, symbole qu'on utilise en permanence, mais là, il a si bien choisi. J'ai choisi parce que j'aime bien l'insubmersible britannique. J'aime bien le Titanic britannique, je trouve que ça sonne pas mal. Et Yeah, Old White Britain, vous voyez, donc là, on est sur les arguments que vous évoquez tout à l'heure, nous, les Anglais de souche, presque, on va dire. Et on voit le petit iceberg Brexit en dessous, dont il faudrait sans doute se méfier. Et enfin, magnifique Vado, pour l'Écho, dessinateur belge. Vous disiez qui contrôle qui. Vous vous souvenez du slogan du Brexit? Le slogan de la campagne, c'était Taking Back Control, reprendre le contrôle. Et là, il pose la question, est-ce que vraiment le contrôle va être pris? Et par qui? Payer son chèque à l'Europe? Jamais de la vie. J'aime bien l'idée de la marionnette. On termine par une actualité moins riante, enfin celle-là n'est pas forcément riante pour les Britanniques, mais en tout cas le centre du Mali est devenu une fois de plus cette semaine le théâtre de massacres entre communautés Peul et Dogon. 41 villageois ont été tués, c'était lundi, dans 2 bourgades, Gangafani et Yoro, situées près de la frontière avec le Burkina Faso. Le 9 juin, c'était un autre village, Sobanda, qui était le théâtre d'une attaque qui avait fait 35 morts, dont 24 enfants, là aussi parmi des Dogons. Peut-être une réponse, ça reste encore un point d'interrogation, au massacre de plus de 160 Peuls perpétré dans le village d'Ogosagou le 23 mars dernier par des milices Dogon, le tout sur fond de présence djihadiste dans la région. C'est un engrenage infernal, Julie Owono. Absolument, et un engrenage inquiétant. On revoit surgir des antagonismes qui certainement existaient, qui étaient latents, mais qui ne s'exprimaient plus depuis longtemps, en tout cas dans cette ampleur et avec cette violence. Alors, effectivement, vous mentionnez la menace terroriste qui a certainement ravivé tout cela, et puis la raréfaction des ressources, et puis les changements climatiques qui fait qu'il y a des mouvements de personnes. Donc, ce n'est plus aussi une lutte pour la terre. Il y a une lutte pour la terre. D'ailleurs, on le voit au Mali, mais on le voit aussi même au Nigeria, avec la lutte entre les populations... herders, pardon, j'ai l'expression en anglais, ceux qui travaillent la terre, les agriculteurs et les chasseurs. Et les chasseurs, merci, qui sont plus nomades. Donc,
on peut faire ça, on peut multiplier ça sans fin pratiquement sur le continent, en tout cas dans cette bande-là sahélienne. Donc c'est inquiétant et ça nécessite des réponses, non seulement sur la question des politiques climatiques, qu'on prenne enfin la mesure de ce problème-là, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de ces pays-là, malheureusement, et surtout s'inquiéter de la libération de la parole, et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup International Frontières, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la parole interethnique, enfin anti-ethnique pour le coup, sur les réseaux sociaux et l'impact que ça peut avoir sur les conflits dans le monde réel. Et on surveille ça avec beaucoup d'inquiétude. Il y a un problème aussi, celui d'un État failli, en tout cas qui ne parvient pas sur la sécurité. Non, c'est-à-dire que ces conflits dont on parle beaucoup aujourd'hui entre sédentaires et nomades, etc., ils ont été quand même pendant un moment largement gérés parce qu'il y avait une structure étatique qui arrivait à se poser comme une puissance neutre et la puissance de tous, et qui pouvait absorber ces conflits ou en tous les cas les arbitrer. Alors c'est vrai la raréfaction des ressources, c'est vrai les problèmes du changement climatique, c'est vrai que les modes de vie sont perturbés par l'extension agricole, tout ça c'est vrai, mais à la fin, il y a quand même la question de l'État, il y a quand même la question de la souveraineté, il y a quand même la question de la gouvernance, et qui a été impactée par les phénomènes djihadistes. Donc on a cette zone du Sahel qui est sur la carte du Quai d'Orsay à peu près rouge de à peu près partout. Donc il y a un enjeu global, mais on voit bien aussi que dans des pays, par exemple, où je pense en particulier là tout de suite au Niger, parce qu'il y a le fameux sommet de l'Union africaine qui va avoir lieu à Niamey là dans 10 jours sur la zone de libre-échange, on voit aussi que les États qui sont mieux structurés, qui ont une capacité d'organisation un peu plus établie, ça fonctionne mieux. Et j'aime bien le parallèle. Au plan sécuritaire, vous voulez dire? Non, mais il y a des risques d'attaque. Il y a eu une attaque, il y a des attaques au Niger aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a, par exemple, là, un exemple à la fois où on parle d'avenir, avec la zone de libre-échange, avec une vision de l'Afrique qui est une vision contemporaine, moderne, de global trade, etc. Et en même temps, le risque de désintégration. Il y a une responsabilité internationale aussi. Je veux dire, on a créé... Enfin, ces États ont quand même porté un projet qui s'appelle le G5, qui est un projet qui a besoin d'être aidé. On leur a mis des process absolument invraisemblables pour avoir 3 camions et 2 Kalachnikov, parce que c'est comme ça. Il y a besoin d'une implication forte sur le plan financier, sur le plan de l'équipement du G5. Et comme l'a dit, et après je m'arrête, comme l'a dit aussi, il y avait une visite d'État du président Macky Sall en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je crois hier et aujourd'hui, et du président Ouattara. Et le président Ouattara a dit on ne peut plus même rester sur le concept de G5, il faut aller au-delà. C'est-à-dire les pays de la côte sont maintenant, tu parlais du Bénin, la Côte d'Ivoire a été attaquée, ces pays sont des pays qui sont devenus des frontline states aussi. Et donc, il faut une stratégie globale à l'échelle de la région. Vous avez couvert plusieurs de ces conflits africains, et notamment le conflit au Mali pour France 24. Mathieu, oui. Que vous inspire la situation aujourd'hui? On est plusieurs années maintenant après le déploiement sur place de Serval et puis de Barkhane et du G5 Sahel. On a vu pendant l'opération Serval les ingrédients de la recette d'aujourd'hui, en fait. C'était relativement facile à anticiper. Les Américains, je vais rester dans mon rôle de correspondant à Washington, les Américains parlent à mots couverts, jamais officiellement, de French Afghanistan. Non pas pour souligner l'enlisement, etc., tous ces mots que les journalistes utilisent un peu trop facilement, mais pour dire que finalement, les modes d'action choisis par les militaires français et par le G5 Sahel par extension, sont finalement exactement les mêmes que ceux qu'ont choisi le général McChrystal et le général Petraeus en Afghanistan en leur temps. Du targeting de chefs djihadistes par des forces spéciales, un déploiement technologique et matériel colossal face à un adversaire invisible. Ça rappelle des souvenirs, quoi. Et c'est là que je vous rejoins totalement. Finalement, les solutions sont probablement reposent sur 2 mots qui sont soutien à la gouvernance de ces pays du G5 Sahel. Il faut absolument les soutenir d'un point de vue financier, diplomatique. Et là, l'Union européenne a un rôle à jouer. Ça, c'est une même évidence. Quand, dans le cas du Tchad, on n'est pas toujours très à l'aise avec le mode de gouvernance de ces pays eux-mêmes. Ça ne nous a pas empêché de les avoir à nos côtés, aux côtés de la France pendant l'opération Serval. Oui.
Et puis l'autre mot-clé, c'est la coopération. Et même si la mode est un peu passée, on peut souhaiter que les pays du G5 Sahel prennent en main leur sécurité sans un soutien par la coopération de l'Union européenne notamment, et pourquoi pas des Américains. Après tout, les Américains sont engagés dans la région. Il y a des accords avec la France. Ce qui est difficile. Bien sûr, mais elle est jugée insuffisante. Ils sont d'ailleurs utilisés contre parfois des forces intérieures. Ce qui est difficile à visualiser, je pense, c'est la taille. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'agir sur un terrain raisonnable. Et en fait, le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, on peut y mettre les États-Unis. On peut mettre toute l'Union européenne, etc. Et en Afrique, on peut mettre l'Union européenne, l'Inde, les États-Unis. C'est ce que disent les patrons de Barkhane. Les patrons de Barkhane disent il y a un défi qui est lié à la pure taille au gigantisme, et au désert. Quand vous avez la chance d'aller voyager vers ces pays, quand on vole, c'est quand même une sensation incroyable de voler 3-4 heures tout le long d'un désert. Et c'est le désert. Tout ça marié aux caractéristiques des conflits asymétriques. C'est-à-dire que ces pays sont peuplés d'adolescents qui ne rêvent que d'une chose, c'est de vivre l'aventure avec une Kalachnikov et $10 par jour. Ils le deviennent parce que aussi la pauvreté fait que tous les facteurs sont réunis, absolument. Dans ces régions-là. On en reparlera évidemment, malheureusement j'allais dire, mais effectivement moins de Brexit, bien sûr, plus des sujets. Oui, on fera ça la prochaine fois. Effectivement, on commencera pas par Donald Trump peut-être. Non, Donald Trump on peut, le Brexit en attendant qu'il le fasse. Et puis désolé pour Kiak, qui avait d'autres dessins à nous montrer, mais c'est vraiment la fin, on n'a plus de temps, sinon le journal suivant démarra en retard.